Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les antennes de TV Vendée pour poursuivre cette 30e édition de la Bernaudo Junior CMB, une Bernaudo Junior qui s'était lancée à 13h du côté de Terval, et à mes côtés pour vous présenter et commenter ces 77 km de course restants, Valentin Sicot. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Voilà, un début de course assez mouvementé depuis le départ de Terval, comme tu disais. Voilà, un groupe de 11 coureurs qui est devant. On avait vu aussi notamment l'attaque au début de trois coureurs belges qui sont encore dans ce groupe. Donc voilà, là, pour l'instant ça collabore bien et l'échappée a repris un peu de chance sur le peloton, donc tout va pour le mieux. Et là, pour l'instant, on est sur des portions assez roulantes aussi, donc propice à prendre pourquoi pas un peu de champ. Et voilà, on peut voir l'image, un groupe de poursuivants. Alors effectivement, un groupe de poursuivants qui est donc en train de se dessiner pour lequel nous n'avons pas encore la composition, mais l'écart vient d'apparaître sur votre écran, une quarantaine de secondes de retard. Donc sur ce groupe de poursuivants, l'occasion pour moi de vous présenter éventuellement le groupe de tête, puisque Valentin l'annonçait, ils sont 11 en tête d'épreuve actuellement, avec Alex Dolter, le coureur du CIC U Nantes Atlantique. On retrouve à ses côtés Axel Sonck, le coureur de Wieler Club Under Hans Parike, l'équipe belge donc. On retrouve également celui qui était dans la première échappée du jour avec Mathis Von Botterdel. On retrouve le porteur du dossard 41 sous les couleurs de l'équipe espagnole Team Picusa Academy. Il s'agit de Diego Lopez Cano. Le porteur du dossard 49, Valentin Beck, sous les couleurs de la Team 31 Joli Cycle U19. On poursuit la composition de cette échappée avec le 52 Enea Sambinello, le coureur italien de la formation Team Vanghi Sama Ricambi Il Pirata, une formation assez longue à prononcer. Le dossard 61 également aux avant-postes, il s'agit là du belge Rente Verstraete, le coureur de la Krabbe Destiny, qui est accompagné de son coéquipier CP Gering qui porte le dossard 63. On retrouve également le 91 avec un coureur, j'ai envie de dire presque local du guidon Mâche Coulé, Timothée Coudière-Quentin, qui connaît ses routes de la Bernaudo Junior International, puisqu'il est également Ah, membre du CREF chute. des Pays de la Loire, alors qu'ici, effectivement, une chute à l'écran, une chute dans ses routes sinueuses. Oui, là, les coureurs enchaînent deux petites ascensions, voilà, sur des routes de campagne, hein, très clairement. Petite route sinueuse et voilà, donc chute sur le groupe de poursuivants, donc attention au peloton. Parce que voilà, si on arrive à chuter à 4-5, un groupe de 100 coureurs qui s'élance derrière, je pense que voilà, ça peut être propice à des chutes et surtout, pourquoi pas, reprendre encore un peu de champ au niveau de l'échappée. Voilà. Et dommage pour les poursuivants de perdre un coéquipier, ça fait quand même une personne en moins. Va-t-il arriver surtout à remonter sur le groupe des poursuivants? Et oui, on n'a pas forcément plus intérêt à temporiser de leur côté pour l'attendre et qu'il remonte en selle. Je termine juste pour nos téléspectateurs la composition d'échappée avec donc pour compléter celui qui porte le dossard 108. Il s'agit de Johan Dupuis, lui aussi qui a eu l'occasion de venir découvrir ces routes de la Bernaudo Junior, puisqu'il est également membre du CREF des Pays de la Loire à côté de cela. Et puis j'ai eu l'occasion de l'avoir en stage au cours de l'hiver. Il est très bon joueur de palais également, mais c'est un tout autre sujet. Et puis enfin, pour clôturer les membres de cette échappée, on retrouve Jules Simon, le coureur de la team cycliste Linas Montlhéry, qui porte le dossard 111. Voici donc les 11 concurrents qui composent ce groupe de tête, et on va essayer d'avoir l'identité également du groupe de contre que vous avez actuellement à l'image.
Alors qu'on salue la présence de Marion Hérault-Garnier qui vient de nous rejoindre sur la ligne d'arrivée ici du côté de La Roche-sur-Yon et qui aura le plaisir de commenter le final de cette 30e édition de la Bernaudo Junior International CMB. Allez, on voit à l'image donc là nos 11 concurrents actuellement en tête d'épreuve qui collaborent parfaitement dans cette échappée. On retrouve 3 Belges, on retrouve un Italien, on retrouve un Espagnol et puis le reste des concurrents sont donc des concurrents français. Mais on retrouve donc les 3 Belges qui, tu le disais tout à l'heure à la prise d'antenne, Valentin, qui ont été à l'œuvre et à l'initiative de la première échappée du jour et qui maintenant résident dans ce groupe de tête. Un groupe de tête qui possède donc presque une minute d'avance. Donc je pense que c'est le temps qui doit être pris ici sur le groupe de poursuivants. On va attendre la confirmation dans les toutes prochaines secondes. Et donc dans ce groupe de poursuivants, on retrouve celui qui porte le dossard 46, à savoir Rémi Doma, le coureur du team 31 Joli Cycle U19. Il a déjà un coéquipier qui est aux avant-postes. On retrouve également celui qui porte le dossard 128. Il s'agit de Sacha Coyot, le coureur de l'Olympique Grande-Sainte. Et puis à leur côté, le 158, qui n'est autre qu'Alexandre Trouvin, sous les couleurs d'Argenteuil-Val de Seine Cyclisme. Ce sont donc les 3 concurrents qui composent ce groupe de contre, ce groupe de poursuivants donc qui pointe qui aussi à une minute à peu près des 11 hommes actuellement en tête de l'épreuve. Et on peut voir que le groupe des poursuivants est un peu plus de mal collabore très bien, mais on voit que le coup de pédale est un petit peu plus lourd pour les 3 concurrents. Je pense qu'ils vont avoir du mal à rentrer vu comment ça collabore bien à l'avant. À moins que ça se regarde à l'avant, peut-être qu'ils peuvent rentrer, mais voilà, c'est un peu plus saccadé, ils ont un peu plus de mal et on aperçoit le peloton juste derrière. Donc ça va être un petit peu plus compliqué et toujours les coureurs qui enchaînent les petites côtes jusqu'à temps d'arriver au groupe. Au meilleur grimpeur 3, excusez-moi, je vais pas y arriver, qui sera notamment le Moulin des Bois, une côte plutôt réputée en Vendée, donc un peu plus d'1 kilomètre aussi à 5%. Elle n'est pas spécialement très dure et justement plus on roule vite dedans et mieux on arrive à la passer. Alors on va prendre le temps de vous présenter les 3 coureurs que nous avons à l'image actuellement avec Rémi Doma. Il a déjà connu la victoire cette année, c'était sur la ronde bessérienne. Il venait chercher la 2e place sur la classique Cœur de Brenne, 13e de la Mapei Classique en 2023. Il s'était illustré à 2 reprises sur le Tour de la région sud, il me semble. À ses côtés dans ce groupe de poursuivants, on retrouve Sacha Coyot qui venait signer un top 10 sur la PVL Classique la saison passée. Lui qui était qui est le fils d'Arnaud Coyot, qui a connu les rangs professionnels pendant 9 années chez Cofidis, notamment Unibet, la Caisse d'épargne ou encore Sojason. Il avait signé un top 10, c'était sur Paris-Roubaix en 2005. Et puis pour poursuivre sur la composition
des 3 hommes, eh bien, on retrouve Alexandre Trouvin, celui qui évolue sous les couleurs d'Argenteuil Val de Seine Cyclisme, 8e des boucles de Seine-et-Marne le week-end passé, 14e de Kurn-Bruxelles-Kurn. C'était à la fin du mois de février. Il avait connu le succès également sur le trophée Madio, un trophée de référence, puisque tout à l'heure on évoquait le challenge Vauclair, mais le trophée Madio est une autre épreuve de référence chez les U17. Il avait connu la victoire du côté de Louis Fer, 5e au classement général, et puis on l'avait accueilli avec grand plaisir sur les routes vendéennes notamment. C'était à l'occasion du chrono des nations qui avait eu lieu au mois d'octobre et où il venait chercher la 13e place, me semble-t-il, alors que l'on retrouve eh bien, la tête de l'épreuve et les 11 concurrents à qui il reste encore un petit peu plus de 70 km et qui possèdent toujours quasiment la minute d'avance. Et on demande le relais ici du côté de Johan Dupuis, le coureur du team de Sèvres, qui faisait signe à ses compagnons d'échapper. Et puis on a vu là, il y a un petit écart qui était en train de se faire. Un petit groupe une petite séparation qu'on pouvait constater. Alors que derrière le groupe de contre, j'ai l'impression qu'on voyait là le peloton qui arrivait juste derrière eux. Oui, c'est bien le peloton hein, qui roule aussi très fort derrière. Donc attention au peloton là dans la descente assez sinueuse. Forcément on passe ce pont. La route est fermée aujourd'hui, hein, mais on descend très très vite aussi. Donc attention à ne pas se faire surprendre, surtout qu'il y a un rétrécissement et qu'on vire tout de suite à droite. Donc être bien placé encore une fois pour tout le monde. Et comme on le voit à l'image, hein, on retourne sur des toutes petites routes. Et attention aussi aux crevaisons parce que beaucoup vont vouloir remonter sur le côté gauche et c'est pas spécialement du bitume mais plus des graviers. Donc pour les habitués de cyclocross, ils vont pouvoir s'amuser. Mais voilà, attention aussi au risque que de crevaison. Et voilà, cette petite côte n'est toujours pas simple non plus. C'est une petite mise en bouche juste avant le Moulin des Bois qui ne devrait pas tarder hein, dans un peu plus d'1 kilomètre. Maintenant, les hommes devraient être au sommet de l'ascension. Donc ils basculaient ensuite sur Saint-Martin-des-Noyers pour se rapprocher petit à petit de la ligne d'arrivée sur La Roche-sur-Yon. Puis on le voit, on a connu, c'est vrai, quelques intempéries au cours de l'hiver. On voit les bas-côtés de la chaussée. Il ne faut peut-être pas s'aventurer dessus pour le peloton, alors qu'il semblerait que la jonction soit faite ici entre les 3 hommes qui étaient en poursuite. Ils viennent de s'être fait reprendre par le peloton alors qu'on se repositionne tout de suite du côté ici et des coureurs du team 31 Joli Cycle U19 et on en profite pour en mettre une petite. C'est ça, voilà, ça attaque, ils en profitent, ils ont l'air d'être en forme aussi et de travailler aussi en équipe hein, et puis de toute manière là il faut mieux être devant que derrière. S'ils ont clairement la force pour y aller, ça n'a pas l'air d'être le cas, ça se relève mais on voit même l'écart qui est descendu à 37 secondes. Donc on voit que dès que le peloton accélère, l'écart diminue fortement. Donc il faut au moins plus d'1 minute pour l'échapper pour pouvoir au moins espérer quelque chose par la suite et surtout ne pas se regarder. Virage à gauche et on va aller basculer maintenant sur le Moulin des Bois, sur une route un petit peu plus large justement, qui va être pourquoi pas aussi plus propice au peloton et ceux qui en ont gardé dans cette petite ascension sous la pédale vont pouvoir pourquoi pas s'extirper du peloton et aller reprendre les hommes de tête. Alors la côte de Moulin des Bois que tu évoquais, Valentin, c'est une côte de 1 km avec 5% de moyenne. Il n'y a pas vraiment de gros coups, de gros pourcentages d'un coup. C'est une montée relativement homogène. C'est ça, relativement homogène. Après, ils ont... Les coureurs ont pas mal de relances, des petites routes, plein de petits coups de cul aussi, hein, tout simplement depuis le début de l'épreuve. Donc si une équipe ou un coureur décide de rouler très fort dans l'ascension, ça peut faire mal aussi, hein, tout simplement. Donc ça a l'air de temporiser un petit peu dans l'échappée aussi, récupérer aussi. Hein. La course est pas facile. À voir si le peloton arrive à avoir une équipe qui décide de rouler fort en équipe. Ça peut être intéressant aussi
pour rentrer sur l'échappée, et on voit encore l'écart qui diminue à 27 secondes, donc rien n'est fait. Et oui, l'écart qui diminue puisqu'on voit les véhicules de l'organisation passer aux avant-postes. On a vu donc notamment le véhicule de Frédéric Gauvry, le directeur de course, qui vient de passer aux avant-postes. On en profite pour saluer celui qui est le directeur de course, justement Frédéric Gauvry, et au travers lui l'ensemble des bénévoles qui s'investissent aujourd'hui pour la sécurisation du parcours notamment. On l'a souligné déjà tout à l'heure, mais il est vraiment important de souligner l'investissement de l'ensemble des bénévoles pour proposer des courses d'une aussi grande qualité et en toute sécurité pour l'ensemble du peloton. Et là, les poursuivants, ça monte très fort, le Moulin des Bois. Ils sont deux à avoir pu faire la différence. On est à bloc. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour rentrer encore, mais voilà, ils font un beau numéro tous les deux. Voilà, voir s'ils arrivent à coopérer et pas coincer juste en haut, parce qu'il va falloir quand même basculer ensuite pour pouvoir rouler encore très vite pour rentrer dans la commune de Saint-Martin-des-Noyers, hein. Et on voit 23 secondes, mais l'écart est en train de stagner, et le peloton qui n'est pas loin, qui n'a pas réussi à les suivre pour le moment, mais peloton qui maîtrise la course encore une fois, hein, de toute manière. Donc à voir si les poursuivants arrivent à faire la différence. Et il y a encore un homme en solitaire derrière, et pour lui je pense que ça va être très compliqué. Alors là, donc dans les deux formations que représentent les concurrents, on a donc la formation néerlandaise, me semble-t-il, Hagens Berman Jayco, et puis donc un coureur du Team 31 Joli Cycle U19. On a donc l'identité des deux coureurs. Il s'agit bien de Rémi Doma sous donc le maillot du Team 31 Joli Cycle 19, et qui s'est extirpé en compagnie de Jürgen Zommermand, donc le coureur néerlandais. Je m'excuse une nouvelle fois pour sans doute une prononciation de nom de famille quelque peu écorchée. Et là on peut voir que dans le groupe d'échappés, ça s'est scindé en deux, mais que c'est en train de revenir. Donc là on est déjà en train de voir des hommes un petit peu plus forts dans ce groupe de tête. Donc attention à bien gérer aussi ses efforts pour ceux qui sont un peu plus faibles en ce moment, et pas trop en faire aussi pour les hommes forts, et pas trop se reposer non plus sur leurs épaules, pour pas trop se regarder et perdre du champ face au peloton, même si ils ont repris un petit peu de temps par rapport au groupe de poursuivants qui était sorti tout à l'heure dans la côte du Moulin des Bois. Voilà, on est encore plus dans l'ascension, mais ça reste encore une petite cuvette, donc faut remonter encore. Donc c'est pas spécialement répertorié aux meilleurs grimpeurs, mais ça fait mal pour tout le monde. Ah oui, on est dans la continuité du Moulin des Bois, hein, la difficulté qui elle était répertoriée, mais derrière le faux plat montant continue et bel et bien présent. Et ça peut peser lourd un petit peu dans les jambes des concurrents à force, puisqu'on le rappelle, sur cette 30e édition de la Bernaudo Junior, le circuit propose 1260 mètres de dénivelé positif tout au long des 134 km qui attendent les coureurs, puisqu'il en reste encore 66 à parcourir. Alors les deux hommes de contre que l'on avait tout à l'heure à l'écran sont pointés à 30 secondes. C'est bien l'écart que vous avez également à l'image. Et puis le peloton semble lui présent à 45 secondes, alors que l'échappée rentre dans la localité de Saint-Martin-des-Noyers. Ils vont ensuite continuer tout droit donc sur le lieu dit la Grève, avant de rentrer dans la chaise le Vicomte. Et une fois qu'ils seront dans la chaise le Vicomte, on va pas avoir longtemps à attendre avant de les apercevoir et de les accueillir pour un premier passage sur la ligne d'arrivée.
Ils auront d'ailleurs 5 passages à effectuer donc sur cette ligne d'arrivée avant de connaître le dénouement final de cette 30e édition de la Bernodeau Junior. Une Bernodeau Junior qui, eh bien, je rappelle son caractère international avec 8 nations qui eh bien, sont représentées aujourd'hui sur l'épreuve. Et puis une Bernodeau junior eh bien, qui est importante dans la carrière d'un coureur U19 puisque depuis 2015 l'ensemble des concurrents qui se sont imposés sont tous passés professionnels et on peut en profiter pour en citer quelques-uns à l'image de Titouan Fontaine, celui qui venait chercher la victoire la saison passée. C'était du côté de Terval qui a intégré pour cette saison 2024 la Continental Groupama FDJ. En 2022, eh bien, c'était le néerlandais Menno Huissing qui s'imposait ici sur cette même arrivée à La Roche-sur-Yon et lui a intégré la team Visma Lise Bike Development. Il a même signé un contrat jusqu'en 2027, donc autant vous dire que voilà, il n'a pas vraiment de questions à se poser, mais simplement, et encore simplement, peut-être pas le bon terme, mais à performer. En 2021, celui qui venait lever les bras, c'était Jen Kino, le coureur belge, et qui lui a intégré l'équipe Soudal Quick Step de Votim. En 2019, il s'agissait de Loris Strater et lui aussi est passé professionnel dans l'équipe Tudor. Il a arrêté sa carrière cycliste fin 2022 pour se consacrer intégralement à ses études. On en a parlé tout à l'heure lorsqu'on était en direct sur les réseaux sociaux de la Bernodeau Junior. Et bien d'Hugo Page, celui qui avait levé les bras en 2018, il a intégré la formation Intermarché Wanty. Vous avez peut-être eu l'occasion de le suivre jeudi dernier, puisqu'il était présent sur le Grand Prix de Denain où il venait chercher la 5e place. Il s'est aussi illustré sur de très belles épreuves, hein, le français, et notamment 4 top 10 sur la Vuelta España en 2023. Et donc ce n'est pas rien, et c'est là pour vous démontrer que sur les 5 derniers vainqueurs, eh bien, ils ont tous connu la réussite depuis dans le peloton professionnel. Et là, les coureurs qui sortent de Saint-Martin-des-Noyers donc pour venir nous voir ouais, sur des routes qui vont être un peu plus larges et aussi un petit peu plus roulantes, un peu moins casse-pattes, même s'il y a toujours un petit peu de surprise dans les terres vendéennes, mais voilà, on va avoir un profil quand même un petit peu plus roulant, et justement là il va falloir mettre un petit peu plus de braquasse pour pouvoir creuser aussi le trou, donc changer un petit peu les rapports par rapport à tout à l'heure et appuyer un peu plus sur les pédales, ouais, sur les bons bouts droits. Et je viens d'obtenir le dernier classement des meilleurs grimpeurs qui a eu lieu du côté de la côte du Moulin des Bois. Et donc c'est celui qui porte le dossard 61, Gente Verstraete, le coureur de Crabé DSTNI, qui vient donc marquer le maximum de points. Et c'est d'ailleurs lui qui sera déclaré vainqueur de ce classement des meilleurs grimpeurs parrainé par Arcade Cycle, puisqu'il était également passé en tête au premier meilleur grimpeur qui avait eu lieu du côté de la côte du Fuiteau. Donc le coureur belge bien, qui sera meilleur grimpeur à l'issue de cette épreuve. Une bien belle façon d'ailleurs de montrer le maillot de la Crabé DSTNI qui signe son grand retour sur la Bernodeau Junior International, puisque eh bien, c'était la 15e année d'absence donc de cette formation belge, et donc une bien belle façon de remercier l'organisation d'avoir retenu leur candidature. Oui, l'équipe qu'on voit depuis tout à l'heure, hein, vraiment depuis le début de course, qui ont créé l'échappée, qui sont restés aussi avec ce groupe de poursuivants et qui sont récompensés de leur effort. Donc c'est déjà, je pense, une première étape pour eux, et pourquoi pas aller plus loin d'ici une petite soixantaine de kilomètres pour jouer la gagne, pourquoi pas. Et on voit que là le groupe de poursuivants accuse un peu le coup, hein, et un coup de pédale aussi plus saccadé comme les poursuivants tout à l'heure, et on a vu aussi le peloton qui était un petit peu derrière. Donc ils n'arriveront pas à rentrer d'eux-mêmes, et je pense que d'ici quelques kilomètres ils vont se faire reprendre par le peloton qu'on aperçoit là. Ils sont à une dizaine de secondes pour le peloton, donc
ça va être bientôt terminé pour ce groupe de poursuivants. Donc le peloton qui est toujours à 1 minute, voire un petit peu moins du groupe de tête. Tout à fait, un petit peu moins, puisque le dernier écart qui vient de mettre communiqué est de 55 secondes. Donc 12 secondes simplement séparent les deux hommes à l'écran de l'avant-garde du peloton. Est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt pour ces deux concurrents d'essayer de forcer la chose, puisque on le voit, ils ne ménagent pas leurs efforts, ils continuent à se relayer parfaitement. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus sage de se relever et puis d'attendre gentiment d'être pris par le peloton? Je pense que vu leur état de forme, il faut mieux se relever. Après, voilà, c'est toujours aussi intéressant, je pense, pour eux de montrer le maillot et de se mettre à l'avant. Ils sont peut-être aussi en recherche de confiance aussi, parce que c'est quand même les premières courses de la saison. Donc certains coureurs peuvent se chercher au niveau des sensations, de voir aussi comment ça se passe, de voir ce qui manque. Voilà, là je pense que clairement ils n'arriveront pas à rentrer. Mais voilà, le plus sage serait de rentrer au chaud dans le peloton et de voir ce qui se passe quand ça va vraiment accélérer, parce que le peloton est vraiment pas loin. Et on l'a vu tout à l'heure, dès que le peloton bouge une petite oreille, on arrive à 30 secondes d'écart. Donc je pense que quand la bagarre va vraiment commencer, faudra vraiment en avoir sous le coude. Donc voilà, ce serait plus sage pour eux de se relever, à mon humble avis. Un avis que je partage complètement, Valentin, effectivement, d'autant plus que alors pour la team 31 Joli Cycle U19, c'est déjà une équipe représentée à l'avant avec, il me semble, avec, je suis en train de chercher, hop, Valentin Beck, voilà, qui est présent dans l'échappée. Donc voilà, c'est une formation déjà présente ici dans ce groupe d'échappée. Ce qui n'est pas le cas pour le coup pour le coureur de Hagens Berman Jayco, qui lui aura peut-être envie de pouvoir rentrer dans ce groupe de tête. Mais il reste encore pas mal de boulot à fournir pour ces deux concurrents, puisque vous le voyez, l'écart est de 43 secondes. Et ça se regarde beaucoup là pour le groupe de poursuivants, on n'y croit plus. On voit le peloton, voilà, je pense que ils vont pouvoir se relever là. Ils n'ont pas l'air de trop vouloir, mais ils ont compris que ça serait compliqué ou qu'il faudrait du renfort, un peu de sang frais pour pouvoir espérer quelque chose par la suite. Oui, et puis c'est vrai que ce sont des routes qui sont beaucoup plus larges que celles qu'on a pu connaître auparavant, et beaucoup moins sinueuses, beaucoup moins relevées également. Il y a beaucoup moins de pourcentage, on est même, j'ai l'impression, dans une portion légèrement descendante ici. Et donc effectivement, le peloton qui a bel et bien ces deux coureurs en ligne de mire, on le voit ici sur les images qui vous sont proposées aujourd'hui. On en profite pour saluer et remercier le travail réalisé par les équipes d'ATV Vision Live qui nous permettent de suivre cette 30e édition de la Bernaudo Junior CMB en direct aujourd'hui avec des images de qualité. Ici donc le groupe de tête que l'on retrouve avec en danseuse sur la droite de votre écran, la gauche de la chaussée, qui relâchait son relais. C'était Alex Dolter, le coureur du CIC Nantes Atlantique, qui était d'ailleurs à la genèse du groupe de contre, qui a réussi à rentrer sur les 3 coureurs belges que on vous annonçait en début de direct, qui avaient fait les premiers kilomètres en tête. Oui, coureur en forme, qui ne ménage pas ses efforts non plus pour faire avancer le groupe de tête, qui était plutôt à l'aise, notamment dans le fuito, on l'a vu tout à l'heure. Donc coureur aussi en forme, et pourquoi pas surveiller d'ici la fin de la course. Il lui reste encore un peu dans les jambes, il fait partie des coureurs forts. Et on voit là pour les poursuivants, c'est encore un peu plus compliqué. Je pense que là il faudra vraiment se relever et attendre le peloton sagement. Allez, 58 km 800 encore à parcourir pour bien les concurrents
qui vont pas tarder désormais à rejoindre le deuxième sprint intermédiaire. Le deuxième sprint intermédiaire qui sera disputé dans la localité de la Chaise-le Vicomte. Alors il restera donc une fois la Chaise-le-Vicomte traversée, eh bien une dernière difficulté répertoriée qui est celle de la côte des Noyers qui se passe relativement bien, on va dire, puisque c'est une côte qui est courte, il y a seulement 400 mètres, mais malgré tout un pourcentage de 8% donc, de moyenne. Et puis ensuite ils traverseront la zone d'activité de la Folie avant de nous rejoindre et de rejoindre ce circuit final long de 7 km 200 qui sera à parcourir à 5 reprises. Oui, petite côte qui pourra peut-être faire des différences aussi, soit dans le groupe d'échappés ou dans le peloton, si ça revient assez vite aussi en fonction de ce que décide aussi le peloton et les formations derrière. Ça peut être propice à recréer un petit groupe d'hommes forts et d'aller chercher le groupe de tête par la suite et aller jouer la gagne sur le circuit final après aussi le sprint intermédiaire. On regarde, je sais pas ce qu'il essaye de savoir là, le coureur du CIC Nantes Atlantique, ou tout simplement il demande le relais, mais c'est vrai qu'il s'est retourné à 2-3 reprises. Oui, il observe peut-être aussi ses adversaires, il est tout seul aussi de son équipe devant, donc peut-être qu'il a les jambes, on n'est pas dans leur tête, mais il dit peut-être qu'il est en forme et qu'il il regarde comment sont ses adversaires, s'il y en a plus ou moins fatigués, et peut-être qu'il nous prépare quelque chose au fil des kilomètres. On aura peut-être une surprise. Alors que les deux coureurs qui sont en contre que vous avez actuellement à l'image, ne sont toujours pas fait rattraper par le peloton, mais il reste à portée de fusil comme on dit, puisqu'on l'avait vu l'écart tout à l'heure qui était en deçà des 10 secondes. Ouais, ils insistent toujours, c'est bien pour le maillot, mais ça risque de promettre une fin de course un peu plus compliquée pour eux, parce que là on voit quand même qu'ils sont un peu plus dans le dur par rapport aux hommes de tête, un coup de pédale un peu plus saccadé, on a vu aussi tout à l'heure les concurrents où ils sont juste deux, mais ils arrivaient à se toucher la roue, donc un petit manque de lucidité aussi, de la fatigue, donc attention à ça aussi dans les derniers kilomètres. Allez, on va profiter donc pour saluer et rappeler le top 5 de l'édition de la Bernaudo Junior de 2023 avec la victoire qui a été brillante de Titouan Fontaine, lui qui évoluait sous les couleurs de Villefranche-Beaujolais, me semble-t-il, ou plutôt de la sélection Auvergne-Rhône-Alpes. Il a depuis intégré la Continental Groupama FDJ, je le disais, en 2023, en dehors de la Bernaudo Junior. Il s'était imposé sur le trophée Centre Morbihan à travers le Beaujolais également. Il avait connu le podium sur la PVL Classique ou encore signé une très belle 8e place du côté du chrono des nations. Il s'était donc imposé sur cette Bernaudo Junior 2023 avec 39 secondes d'avance sur le Belge Thibaut Van Den Habil. La 3e place revenait à Hugo Tapis, qui n'est autre que le vice-champion de France U19. Lui aussi avait connu différents succès au cours de la saison et notamment remporté le classement général de la classique des Bourbons. Il a rejoint une équipe espagnole, à savoir l'équipe au finisher pour cette saison 2024. 4e place revenait au néerlandais Tom van der Werf. Et puis la 5e place, on va faire preuve d'un peu de chauvinisme puisqu'elle revenait à Johan Chardon, le coureur des Sables Vendée Cyclisme, qui a été champion de France U17. C'était en 2022. La saison passée, il avait brillé sur la Flèche Plédranaise ou encore sur le Tour du Couesnon, 9e du classement général du Tour du Bocage et de Lernay, et présent aujourd'hui sur l'épreuve sous les couleurs du maillot du comité départemental de la
Vendée. Voici donc le top 5 que on avait pu voir arriver d'une bien belle manière du côté de la Tardière en 2023. Ouais, et là on peut voir que dans le peloton ça commence à vouloir sortir aussi. Voilà, donc pour les deux poursuivants, des hommes qui. Alors un coureur qui essaye de revenir et on en a vu deux autres derrière qui sont aussi sortis du peloton, mais voilà, on voit que le peloton est juste derrière. Donc ça va être un petit peu compliqué. Alors celui qui vient d'opérer la jonction là sur le groupe de contre, il semblerait que ce soit un coureur du comité de la sélection régionale de Nouvelle-Aquitaine, pardon, facilement reconnaissable avec donc le maillot d'un orange vif. Et derrière, il y a une petite grappe de coureurs là, qui a quelques mètres d'avance sur le peloton, mais rien de bien méchant, aucun écart significatif. Mais ça roule plutôt très très vite hein, pour le coup. Et les hommes de tête qui doivent arriver au sprint intermédiaire numéro 2. Ouais, voilà, juste ici, je pense que c'était le panneau qui signalait le deuxième sprint intermédiaire, pardon, ou du moins qui en effectuait le décompte. J'en suis pas certain, mais bon, on va avoir l'information dans quelques instants, savoir qui a marqué les points sur le second sprint. Si c'était le sprint intermédiaire, en tout cas, c'était encore la formation belge, hein, il me semble, qui a marqué des points pour encore un autre classement annexe. Et les poursuivants là, qui vont être pris bientôt par le peloton. Ils insistent encore un peu, mais là, c'est peine perdue. La machine est lancée. Et même pour le groupe de tête, hein, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas envie d'enterrer leurs espoirs, mais une minute avec 50 km, un peu plus de 50 km restants, ça paraît délicat. À mon avis, ça risque de bouger dans les prochains kilomètres sur le groupe d'échappés. Oui, pour l'instant, c'est plutôt compliqué. Hein, et comme on le disait tout à l'heure, dès que le peloton bouge, de toute manière, il y a 30 secondes largement de perdu pour l'échappée. Donc oui, pour l'échappée, clairement, à l'heure actuelle, pour espérer une victoire, il faudrait au moins une 30, une bonne 45, voire 2 minutes hein, pour pouvoir espérer quelque chose. Mais oui, là, le peloton va bouger et peut-être que des hommes forts aussi dans l'échappée vont pouvoir aussi contrer et prendre de l'avance et pourquoi pas avoir des hommes de l'échappée qui iront au bout. Hein, mais pour l'instant, voilà, ça semble un peu plus compliqué. On est sur des routes vraiment beaucoup plus roulantes maintenant, hein, même si là ça vient se rétrécir un petit peu. Voilà, on a moins de petites bosselettes comme on avait tout à l'heure qui venaient vraiment casser les pattes. Donc voilà, faut garder un bon rythme et ceux qui ont été bien au chaud depuis un bon 70 km, forcément dès qu'ils en remettent sur le plat, ils peuvent revenir très très fort sur les hommes de tête. Alors qu'on traverse ici la commune de la Chaise, le Vicomte. Il nous restera donc une difficulté répertoriée avec la côte des Noyers que j'évoquais tout à l'heure, 400 mètres à 8% de moyenne. Et puis ensuite, on accueillera relativement rapidement les coureurs ici sur ce circuit final, puisqu'il restera une zone artisanale, une zone industrielle à traverser avant qu'ils nous rejoignent. Oui, là on voit la traversée hein, où tout le monde signale aussi les dangers. Hein, voilà, l'aménagement urbain là sur la Chaise, on sait que il est particulièrement plein d'îlots, plein de ralentisseurs, donc bien faire attention. Voilà, ça passe plutôt bien pour le groupe de tête, mais attention vraiment au peloton à être très vigilant sur cette partie-là, donc qui sera un peu plus propice pour l'échappée. Et voilà, on va se rapprocher très vite de la côte des Noyers, là où qui sera, on va dire, la dernière grosse difficulté de la journée.
Alors si on se lance un petit peu au jeu des pronostics, Valentin, est-ce qu'on peut imaginer une victoire en solitaire ici à cette arrivée à La Roche-sur-Yon, ou un sprint massif, ou quel est un petit peu ton ressenti à 50 km de l'arrivée? Je vais voter pour tous les scénarios. Non, soit on peut avoir. Alors attends, j'ai regardé le profil hein, pendant qu'on y est. Ouais, ça reste ouais, très plat quand même, hein. Même si il y a une petite, un petit faux plat à l'arrivée, je pense que ça va être quand même plus compliqué d'arriver en solitaire. Après, à moins qu'on ait un homme très fort qui sorte et que le peloton se regarde, ça peut être possible. Mais je pense un petit sprint avec un groupe de 30-40 coureurs, je pense que ça peut être faisable et voir peut-être une équipe très forte sur la fin de course qui amène son leader. Ça, je pense que ça peut être voilà, la fin propice qu'on peut espérer. Après, je ne sais pas à quoi tu as pensé. Ah, je pense à rien moi aussi, je reste ouvert à tous les scénarios, et en plus certains qui nous écoutent savent que je ne suis pas très brillant en termes de pronostics. Donc non, effectivement, je pense que déjà il est un petit peu trop tôt pour envisager vraiment le scénario final, puisqu'il reste encore 50 km à parcourir. Et il est vrai que la dernière fois qu'on arrivait ici, c'était en 2022, et que c'était un petit groupe de coureurs hein, qui s'était bagarré pour la victoire finale avec un sprint tout simplement incroyable du coureur néerlandais Menno Huissing. Il avait vraiment été au-dessus du lot pour venir remporter au sprint. Donc alors c'était la 28e édition. Donc voilà, la dernière fois que nous arrivions du côté de La Roche-sur-Yon. Mais effectivement, on va écarter aucun scénario, et surtout pas enterrer cette échappée que vous aviez à l'écran il y a quelques secondes de cela, puisque on a toujours 11 hommes qui sont présents dans cette échappée, avec un dernier écart communiqué d'1 minute 10 sur le peloton que vous avez actuellement à l'écran, un peloton emmené par un coureur de Villefranche-Beaujolais. On retrouve dans sa roue une nouvelle fois l'équipe belge. Je pense que c'est l'équipe Crabé DSTNI, où on voit deux coureurs également bien positionnés ici aux avant-postes. On note aussi la présence d'un coureur donc du CICU Nantes Atlantique, un coureur de l'équipe également néerlandaise Hagens Berman Jayco. On aperçoit à gauche de l'écran, à droite de la chaussée, qui est en train de se ravitailler, un coureur de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. Et j'ai l'impression qu'on a 2-3 maillots blancs qui ressembleraient à ceux du Crève Pays de la Loire, Total Énergie U19. Oui, là on voit les coéquipiers hein, des coureurs qui sont devant, qui je pense essayent de casser un peu l'allure dans ce peloton pour que leurs coéquipiers puissent prendre un peu plus de champ et désorganiser au maximum les équipes qui essayent de rouler tout simplement pour revenir sur leurs coéquipiers. Allez, donc une accélération ici du côté de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. On l'avait vu tout à l'heure aux avant-postes du peloton. Alors c'était un de ses coéquipiers qui était aux avant-postes, mais là on vient de placer une accélération ici du côté du coureur de La Roche-sur-Yon. Oui, ça a l'air d'être Lucas Menanto. Hein. Ouais, j'ai bien l'impression que ça ressemble donc à Lucas Menanto. Ils ont profité ici un peu de la bosse, donc de la côte des Noyers qu'on évoquait tout à l'heure, pour porter cette accélération, qui est reprise ici par un coureur d'Argenteuil. Alors Argenteuil-Val de Seine Cyclisme, semble-t-il, pour l'appellation exacte de la formation parisienne qui est présente aujourd'hui sur les routes vendéennes.
Et ça retemporise, hein. C'est vraiment, c'était peut-être un peu pour étirer le peloton, cette Ouais, accélération. ça a fait une petite cassure, mais voilà, faudrait insister maintenant pour vraiment que ça vienne casser et créer un groupe. C'est ce qu'est en train Et de c'est faire ce le qui, coureur de Nantes. Ouais, je lui parle dans l'oreille. c'est ça. Alors, on précise qu'il n'y a pas d'oreillette. Néanmoins, il a quand même écouté ton conseil, Valentin, avec voilà l'objectif de poursuivre cette accélération et pourquoi pas, eh bien, de faire une élimination par l'arrière et d'écrémer un petit peu ce peloton. Ouais, mais ils sont que deux là à vouloir vraiment casser le peloton, mais voilà, tout le monde ne souhaite pas vraiment collaborer, donc je pense que ça va restagner et on va revoir l'échappée reprendre un petit peu de champ, hein. Et je viens de recueillir le classement des sprints, le deuxième classement sprint qui a eu lieu au sein de la chaise Le Vicomte. Et tu avais bel et bien vu, puisque tu nous annonçais un coureur belge qui a marqué l'intégralité des points. Et bien effectivement, c'est Genter Verstraete, donc le coureur de Krabbe DS qui a marqué le plus de points et qui, pour l'instant, est leader sur ce classement des sprints provisoires. Lui qui a déjà remporté le classement de meilleur grimpeur. Donc il veut vraiment marquer son empreinte sur cette Bernodeau Junior CMB, donc le coureur belge qui a donc marqué le maximum de points au deuxième sprint. Les sprints qui sont parrainés par Horper. Il restera un sprint d'ailleurs à se disputer, ça sera lors du troisième passage sur la ligne, alors que les coureurs sont actuellement en train de traverser la zone d'activité de la folie. Il va leur rester allez, 2 gros kilomètres avant d'entrer sur le circuit final qui développera 7 km de 100. Oui, et puis on a pu voir à l'image dans le peloton, hein, les structures vendéennes qui commencent à rouler à l'avant. Oula, attention, voilà. Un gars de la Roche-sur-Yon qui allait dans le fossé pour le coup. Mais voilà, on les a vus rouler pour voilà, accélérer le rythme, hein, notamment avec le Crèf et la Roche-sur-Yon, pour reprendre un peu plus de temps sur l'échappée, hein, et on voit qu'il n'y a plus que 44 secondes d'avance pour l'échappée. Donc si ça continue comme ça, on va pouvoir voir potentiellement un regroupement général, mais voilà, il va falloir faire attention au rond-point et passer tranquillement, hein, parce que ça commence à être un petit peu nerveux dans le peloton, même si on est encore loin de l'arrivée. Et un écart qui a diminué très légèrement. On est passé sous la barre des 50 secondes avec une nouvelle accélération en tête de peloton portée par le coureur du CICU Nantes Atlantique. CICU Nantes Atlantique a vraiment envie de se montrer aujourd'hui, puisqu'ils sont présents donc, dans le groupe de tête. Et ici, on voit qu'ils multiplient les accélérations relayées par un coureur de l'UC Cholet 49. On retrouve en troisième position un coureur d'Argenteuil. Val-de-Marne Cyclisme, et puis en quatrième position, troisième désormais, un coureur du centre régional d'entraînement et de formation des Pays de la Loire, Total Énergie U19. Et là, ça attaque dans tous les sens dans le peloton, et on voit que le Crèf n'a pas envie de louper la bonne échappée, hein, parce qu'ils roulent, ils sont devant. Donc voilà, s'il y a un groupe qui part, ça serait dommage de le louper. Et voilà, c'est encore eux qui roulent derrière pour pouvoir rentrer directement sur les coureurs, hein. Et on en profite pour saluer le directeur sportif du jour au sein du CREF, puisque c'est quelqu'un qu'on connaît très bien en Vendée. Il s'agit de Lucas Grolier. Il me semble qu'il doit être accompagné de Corentin Thibault, tous deux donc dans le véhicule du CREF. Oui, si c'est Lucas et Corentin qui ont dicté les consignes, je pense qu'on va avoir du Crèf pendant de nombreux kilomètres et peut-être sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, ça va être plutôt intéressant. On connaît la science de course de Lucas, hein, qui a plutôt bien marché aussi en début de saison. Donc à voir ce que ça donne et voir si les entraînements étaient propices aussi pour ces jeunes garçons. Mais voilà, ils ont l'air d'être très très en forme pour le moment. Et en dehors donc de sa casquette de directeur sportif, Lucas Grolier, c'est un coureur qui évolue au sein du Vendée U Pays de la Loire, l'équipe réserve donc de la Total Énergie, avec qui il a eu l'occasion d'être stagiaire à la fin de saison 2023 et notamment de vivre une journée de rêve. C'était sur le Tour de Vendée cycliste qui partait de chez lui, de son domicile
quasiment presque de son jardin, j'ai envie de dire, et avec un de ses amis, Émilien Janière, donc également présent dans la formation Total Energy, alors que l'on retrouve ici le groupe de tête. Un groupe de tête où on a toujours une bonne entente. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de désaccords pour l'instant entre les 11 concurrents qui figurent en tête d'épreuve. Non, ils n'ont pas l'air de s'affoler. Justement, faut continuer à se relayer comme ça, hein, tout simplement, continuer à appuyer et surtout bien s'entendre. Et c'est comme ça qu'ils iront tout simplement le plus loin, hein, parce que dans le peloton, ça roule fort, mais ça attaque et ça se relève. Donc ça reprend du temps, mais pas forcément plus non plus. Donc il n'y a pas encore vraiment une équipe qui vient contrôler la course. Peut-être que ça sera le cas dans les kilomètres qui vont venir, hein, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc à voir comment se comporte l'échappée, mais pour l'instant, il faut qu'il continue comme ça. Il y a de nombreuses formations qui ont envie d'être présentes dans la bagarre, puisque là on voit deux coureurs qui ont pris une dizaine de mètres d'avance sur le peloton, qui représentent les couleurs du VC Villefranche-Beaujolais et de la sélection régionale de Nouvelle-Aquitaine. Ouais, c'est souvent les mêmes structures qui essayent de secouer un peu le peloton. Peut-être pourquoi pas essayer avec ces structures de faire une petite entente et de collaborer à 4 ou à 3-4 coureurs pour essayer vraiment de revenir au mieux sur l'échappée et ensuite pouvoir amener son leader dans les meilleures conditions, ou si on n'a pas forcément un sprinter, mais avoir quelqu'un qui fasse la différence en attaquant. Ça peut être aussi la solution là, vu qu'on arrive sur le circuit final. Ouais, voilà les coureurs ici de tête qui sont bel et bien sur le circuit final. On demande aux véhicules de dépannage neutre de se replacer à l'avant, les véhicules de l'organisation, et également signe que l'écart a tendance à diminuer. Et dans le peloton là ça roule quand même. Et donc il traverse là le peloton, le village de Château-Fromage. Et ils vont rentrer très rapidement sur le circuit final à leur tour. Et dans quelques kilomètres, dans 2-3 kilomètres, ils seront ici. Et puis pour ensuite passer sur un premier passage sur la ligne, et on verra au troisième passage si l'échappée a encore de l'avance pour pouvoir, pour le coureur belge notamment, voir s'il peut ou pas remporter le classement des sprinters. Et au troisième passage sur la ligne, il restera un tout petit peu plus de 20 km simplement. Donc ça ira très vite ensuite. Mais il est en forme puisqu'il tout le monde passe, et lui-même et aussi. Il est toujours devant. Toujours devant, ils sont forts, ils sont en forme. Donc ça continue de collaborer toujours comme il faut. Et le peloton qui stagne encore à 40-42 secondes comme tout à l'heure. Donc pour l'instant rien n'est fait et rien n'est repris par le peloton. On vient de me communiquer à l'instant 35 secondes. Mais un écart qui oscille entre 35 et 40 secondes depuis maintenant 2-3 km. Avec une accélération ici portée par un coureur d'Argenteuil, me semble-t-il. Argenteuil, c'est pareil, c'est une formation qu'on voit souvent aux avant-postes de ce peloton et qui a envie de secouer un petit peu tout ça. Alors que l'on retrouve la tête de l'épreuve ici. 35 secondes d'avance encore pour les 11 concurrents qui forment ce groupe. On n'a pas l'air de s'inquiéter pour l'instant.
On le rappelle hein, que de toute façon, ils n'ont pas d'informations qui leur est transmise en dehors des assistants éventuellement présents au bord du parcours. Mais sinon, c'est une épreuve qui se déroule bien sûr sans oreillette. Donc ils n'ont pas de contact direct avec leur directeur sportif. Oui, c'est ça. Il y a encore un coureur du CIC Nantes Atlantique qui secoue encore une fois le peloton. Hein. Cette équipe qui est clairement aussi en forme. Hein, et je pense qu'il va y avoir 4-5 équipes dans le final qui vont être vraiment représentées pour vraiment accélérer et donner ce coup de vis qu'on attend et qui va, je pense, rentrer sur l'échappée au bout de quelques tours. Encore une accélération dans le peloton là avec une petite cassure. Voilà, peut-être si les coureurs insistent, voilà, peut-être créer un nouveau groupe de poursuivants, mais là voilà, ça commence à appuyer un petit peu sur les pédales et à rouler et donner un peu ce qu'on a. Hein. Voilà, il y a une cassure de fait et encore un coureur belge de présent dans ce groupe de poursuivants. Alors là justement c'était un coureur qui était présent dans l'échappée et puis on l'avait vu un petit peu être distancé, mais j'avais pas vu qu'il avait vraiment décroché cette échappée. Et donc il reste actuellement 10 concurrents en tête, me semble-t-il, 10 concurrents en tête. Je crois que c'était un coureur espagnol là, qui vient d'être... je vais faire un petit peu le point sur les concurrents qui nous restent en tête d'épreuve. Oui, c'est Diego Lopez Cano qui vient d'être donc repris de l'échappée par le peloton. Et plus que 30 secondes hein, pour le groupe de tête, hein, 32 à l'image, mais voilà le peloton qui revient très fort sur ces kilomètres. Peut-être un regroupement d'ici à la vingtaine de kilomètres, 20-25 km de l'arrivée, on aura peut-être un regroupement si ça continue comme ça et peut-être même encore avant si ça accélère encore un petit peu. Hein. Alors qu'on le voyait là, le groupe d'échappés qui rentrait dans la Roche-sur-Yon à l'instant où il y aura un petit peu d'aménagement urbain. J'ai fait le repérage hier du circuit final. Il me semble qu'il y a deux ralentisseurs, mais pas vraiment très prononcés, avant donc d'arriver sur un autre rond-point. Et là, il faudra être vigilant parce que le dernier rond-point à passer est un petit peu délicat. Et un écart qui a tendance à diminuer au fur et à mesure de l'épreuve. 30 secondes d'avance donc pour les 10 concurrents en tête à 38 km de l'arrivée. Je vous l'évoquais, ce premier plateau ralentisseur qui viennent donc de passer. Ils prendront ensuite sur la gauche. Ils vont prendre ensuite sur la gauche pour rejoindre une ligne droite très large qui va les amener progressivement sur l'arrivée ici. Et je l'évoquais, le rond-point qui est toujours un petit peu délicat puisqu'il y a les aménagements et les bordures pavées qui peuvent gêner un petit peu le passage, mais un passage qui s'est très bien passé donc pour ce groupe d'échappés. On espère qu'il en sera de même pour le peloton qui va suivre, un peloton pointé désormais à 28 secondes. Et donc nos 10 concurrents de tête qui ont désormais quasiment 2 km de ligne droite avant de nous rejoindre et d'effectuer un premier passage sur la ligne d'arrivée. J'ai même exagéré sur les 2 km parce qu'on aperçoit la flamme rouge, donc on va plutôt dire 1 km 500 que 2 je pense. Oui, puis là on va pouvoir se rendre compte du faux plat qu'ils ont hein, sur 1 km là, les coureurs. Et je crois on aperçoit voilà, le peloton derrière hein, et là ça va être la problématique de cette échappée hein, puisque voilà, plus le peloton va se rapprocher, plus ils vont les voir et plus ça va leur donner envie de rentrer très vite. Et voilà, le premier passage sur la ligne qui va se faire dans très peu de temps maintenant et l'échappée qui perd toujours un petit peu de temps à l'heure actuelle.
Allez, les concurrents donc à 400 mètres du premier passage sur cette ligne d'arrivée. De très bonnes conditions météo pour terminer cette épreuve aujourd'hui, cette 30e édition de la Bernaudo Junior. 16 degrés au thermomètre, un temps dégagé, la pluie ne fera pas son apparition désormais. Ouais, tu avais peur à une chaussée un peu humide sur certains endroits, mais au final, voilà, tout s'est bien déroulé pour les coureurs. Voilà, une petite accélération. Et une petite accélération, une nouvelle fois portée par un coureur de Krabbe DS Tenny, la formation belge qui décidément est vraiment très présente sur cette Bernaudo Junior. Alors qu'on salue un bénévole ici, Ludovic Pontoro, qui aura le privilège de porter la flamme paralympique en août prochain lors de son passage à La Roche-sur-Yon. On voit le peloton là qui relance encore avec notamment Nantes Atlantique qui a 2 hommes devant qui sont assez forts. On voit aussi... Il y a la team Picusa Academy aussi. On avait vu 3 ou 4 éléments là vraiment aux avant-postes à gauche de votre écran droite de la chaussée. Et on a vu La Roche aussi, le crève plutôt bien placé, prêt à bondir dès que ça va accélérer ou que des coureurs très forts vont partir. Et encore une attaque du coureur belge, décidément il est très très fort et je pense qu'il fait partie des hommes forts de cette échappée. Et là derrière on voit clairement sur la ligne d'arrivée qu'il y avait 3-4 coureurs qui étaient moins bien, qui sont en train de se relever. Et oui, les coureurs belges qui réinsistent encore avec un autre coureur de l'échappée. Alors de toute façon pour eux, pour y croire, il faut insister parce qu'on l'a vu, le peloton arrive vraiment très fort derrière. Là on en profite en plus de routes sinueuses et un petit peu moins larges où la visibilité est moins bonne pour le peloton, mais effectivement c'est ici qu'il va falloir essayer d'accélérer au mieux. On se ravitaille ici du côté d'Alex Dolter, le courant du CICU Nantes Atlantique. J'ai l'impression qu'on essaye un peu d'en remettre une du côté du Belge. Oui, il a raison d'insister. S'il peut se retrouver vraiment qu'avec des coureurs qui ont encore les jambes pour pouvoir aller chercher la gagne, il faut vraiment y aller. Et on voit que là, ils sont en train de faire la différence à 5 coureurs. Donc c'est intéressant pour eux. De toute façon, là maintenant, il faut appuyer, il ne faut plus réfléchir. On est sur le circuit final. Et là, parce que là, clairement, le peloton est lancé. Ça va être vraiment cadenassé. Voilà, même pour le peloton, le rond-point est plutôt bien passé, sans encombre. Donc là, oui, c'est clair que ça va être des vraies machines à rouler maintenant. Donc il n'y a plus qu'à appuyer pour y croire. Et on est passé sous la barre des 35 km désormais, alors que il semblerait que la vitesse moyenne, on a dû faire quasiment 42 km/h de moyenne, je pense, depuis le début de l'épreuve, en comptant comme ça un petit peu à la louche. Mais je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité, donc signe que ça roule très fort et qu'on va pas ménager les efforts. Désormais du côté du peloton, ça va être un rouleau compresseur comme tu le disais, qui va tenter de remonter, de récupérer donc le groupe de tête, et où l'écrémage a vraiment eu lieu, puisque ça a diminué de 50% en tête d'épreuve. C'est ça, et là l'avantage, on va dire, pour échapper, c'est qu'il y a des petites routes, donc ça va être un petit peu plus propice pour eux. Mais voilà, le peloton est vraiment lancé, il n'y a pas spécialement d'aménagement urbain là sur cette partie, donc un peloton lancé pourra quand même faire la différence malgré que la route soit plus petite. Et là on retrouve vraiment les hommes forts de l'échappée. Et une attaque encore au sein du peloton avec 2 coureurs. Ouais, j'ai l'impression qu'on distingue là ici le maillot de Team 31 Joli Cycle 19, j'ai l'impression, accompagné donc d'un coureur d'Argenteuil Val de Seine. Les 2 coureurs qui ont creusé un petit écart par rapport au peloton. Là, clairement, ça roule à bloc pour essayer de faire la différence de toute manière. Et le peloton qui a
c'est peut-être 5-6 secondes derrière, mais voilà, ça continue d'appuyer pour ces deux coureurs. Ça va être compliqué à deux, je pense, d'aller chercher l'échappée avec le rouleau compresseur derrière qui est lancé. Alors on est bien lancé effectivement du côté du peloton, alors que l'on retrouve ici la tête de course, toujours emmenée décidément par le coureur belge de la Krabbe Steni. Lui, il ne ménage pas ses efforts, il fait vraiment très belle impression. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est le porteur du dossard 61, il me semble, Gente Verstraete. Je pense que c'est lui, je crois que son coéquipier s'est relevé tout à l'heure, mais c'est un coureur qui a déjà brillé sur route depuis le début de saison en venant chercher la 4e place de Kuurne Bruxelles. Kuurne était à la fin du mois de février. Il a connu de multiples victoires au cours de la saison 2023, dont une étape de la Sport Braise qu'il a pu remporter. Il terminait 3e au classement général de cette épreuve, 4e sur la Triptyque ardennaise, et c'est toujours lui qui est aux avant-postes ici. Il a été chercher déjà le classement de meilleur grimpeur. Il est en très bonne posture pour le classement de meilleur sprinter. Est-ce qu'il aura suffisamment de force pour aller encore chercher la victoire au bout? Je ne sais pas. En tout cas, c'est aussi normal qu'il soit présent aux avant-postes et qu'il ne se ménage pas, parce que le dernier classement sprinter aura lieu au 3e passage sur la ligne. Voilà, peut-être que lui, il attend juste le 3e tour. Ça, c'est peut-être une des possibilités. Et quand il annonce son palmarès, on comprend pourquoi il est devant aussi et qu'il ne ménage pas ses efforts. C'est un solide garçon qui a l'air d'avoir un très fort potentiel aussi, et clairement je pense qu'il fait mal aussi à tout le monde, là, à tous ses coéquipiers. Il demande des relais, mais je pense que derrière on est content d'être dans la roue déjà, et ça paraît assez compliqué. Il faudrait 2-3 mecs comme ça, je pense, pour espérer quelque chose, pour vraiment que l'échappée puisse pourquoi pas aller au bout. Mais je pense qu'il fait mal à tout le monde, clairement. Même le coureur de Nantes qui est assez fort, je pense que il est content d'être là. Je pense qu'ils sont tous un peu contents d'être là. Il s'est mis derrière là, le coureur belge, pour laisser reprendre le relais ici à l'entrée dans la Roche-sur-Yon, avec le premier ralentisseur qui est passé. C'est d'ailleurs le premier ralentisseur qui secoue le plus. Il y en aura un second une fois que les coureurs auront pris sur la gauche, mais aucune difficulté à passer cet aménagement urbain. Et il se rapporte tout de suite aux avant-postes. Il y aura juste eu le coureur donc du CUCU Nantes Atlantique, Alex Dolter, qui a pris le relais. Il regarde quand même, il sollicite, mais ce ne sont pas des relais suffisamment appuyés, j'ai l'impression, de la part de ses coéquipiers dans cette échappée. Je pense que les autres coureurs ont compris qu'il était le plus fort, et que là je pense qu'il va attendre un petit peu, et quand il va décider de partir, soit avec un groupe qui revient de l'arrière, ou alors il va décider de partir tout seul pour faire un sacré numéro. Alors que là, ça bouge ici du côté du peloton. J'ai l'impression que c'est un petit groupe là qui est sorti, avec notamment un coureur d'Argenteuil, Val de Seine Cyclisme. J'ai l'impression qu'il y a également deux coureurs de la formation belge, Villers Club Under, Hanse Parke. Et un coureur du team 31 Joli Cycle U19. Allez, on passe ici ce rond-point qui me fait toujours un petit peu peur, en vue de son aménagement et des bordures pavées qui sont bien présentes, un petit peu relevées. À chaque passage, je suis vigilant qu'il n'y ait pas de chute à cet endroit-là, alors qu'on se met à la planche effectivement du côté du coureur du team 31 Joli Cycle U19. Je crois que le coureur belge est en train de partir tout seul là, Alors on essaye d'aller le chercher quand même, mais on a bien compris parmi ses compagnons d'échappée que c'était bel et bien lui le plus fort dans ces 5 hommes. C'est terminé là. C'est terminé pour les 3 qui viennent de lâcher, et on fait l'effort ici du côté du porteur du dossard 52. Il s'agit de l'italien Enea Sambinello. Il semblait aussi assez costaud, peut-être qu'à 2 ils arriveront à faire quelque chose, mais il reste encore 30 km de course et 20 secondes d'avance. Ça va être compliqué. Maintenant, ils sont débarrassés des hommes faibles et ils vont pouvoir vraiment appuyer tous les deux. Mais ça va rester encore un peu compliqué. Et le coureur de Nantes qui est en train de revenir quand même. Il essaye de revenir. Il lâche pas prise pour autant. Alex Dolter à 400 mètres d'un nouveau passage sur la ligne ici. Allez, on va encore compter 5 concurrents en tête d'épreuve pour l'instant, malgré un coureur un petit peu en difficulté là derrière qui a lâché une centaine de mètres.
Et en même temps, on a envie d'y croire hein, pour ces concurrents qui ont fait du gros boulot. On les a vus quasiment pendant 100 km en tête d'épreuve, même plus que ça, 130 km pour le Belge si jamais ça va à l'arrivée. Et là, il s'est bien calé dans la roue de l'Italien. Hein. L'Italien qui a l'air d'être un peu plus en difficulté que le coureur belge. Et là, oui, pour les autres, c'est terminé. On voit le peloton derrière qui revient quand même hein, petit à petit, plus qu'une vingtaine de secondes d'écart entre la tête de l'épreuve et le peloton qui se présente à nous ici, un peloton emmené par les coureurs d'Argenteuil. On aperçoit une accélération à gauche de l'écran avec un coureur de Grande-Synthe dans sa roue. On voyait donc un coureur de Villefranche-Beaujolais à la gauche de votre écran, pardon. On voyait très bien le coureur donc du comité cyclisme de Vendée, Johan Chardon, lui qui avait connu la 5e place la saison passée sur cette même Bernaudo Junior, mais qui arrivait du côté de Terval de la zone de départ de cette année. Allez, on poursuit l'effort ici du côté belge. Hein. Ouais, j'ai l'impression que dans le peloton, il reste que 3 coureurs de la formation du CREF Pays de Loire et un coureur de La Roche-sur-Yon. Voilà pour du côté vendéen, et oui, les 2 coureurs là qui insistent, et de toute manière ils n'ont plus que ça à faire hein, maintenant pourquoi pas pour le Belge aller chercher ce prix de meilleur sprinter qui sera aussi nettement mérité hein. S'il arrive à faire le doublé, ça sera déjà une très belle récompense au vu de tous les efforts qu'il a fait, et pourquoi pas espérer aller encore plus loin, mais voilà, ça paraît compliqué vu comment le peloton a des hommes forts quand même derrière, mais n'a pas l'air très organisé non plus encore pour vraiment mener une chasse comme on les connaît. Non, pour l'instant on n'a pas l'impression qu'il soit organisé, malgré une accélération ici du coureur de Villefranche-Beaujolais me semble-t-il. Villefranche-Beaujolais qui avait connu le succès par le biais de Titou en Fontaine l'an dernier, le coureur donc qui s'était imposé d'une bien belle manière avec 39 secondes d'avance. Ça doit être Johan Chardon du comité de Vendée là qui fait l'effort pour rentrer sur le poursuivant. Ah oui, j'ai bien l'impression que c'est Johan Chardon. On voit derrière lui un coureur du CREF également, du centre régional d'entraînement et de formation des Pays de la Loire qui fait l'effort. Ah, on fait du mal hein, du côté de Villefranche-Beaujolais. Il a porté une très nette accélération ici. Hein. Oui, dommage qu'il n'y ait pas une grosse difficulté pour vraiment faire la différence, mais le peloton est bien étiré quand même là. Ah oui, ça risque de casser, de péter. Ça, pour ça certains. rappuie encore là, je pense que les 3 hommes là vont pouvoir, s'ils continuent comme ça, s'extirper un peu. On poursuit l'accélération ici, accélération menée donc par celui qui porte les couleurs du comité départemental de la Vendée. Il n'est autre que Johan Chardon, le coureur des sables. Il connaît parfaitement les routes vendéennes. Il a eu l'occasion d'ailleurs d'effectuer le repérage de ce circuit à l'entraînement dernièrement, puisque mercredi je sais qu'il était sur le parcours. Là ça insiste, ça n'arrive pas encore à trop casser, mais là il faut vraiment insister encore et pas se regarder hein, parce que là clairement c'est en train de faire la différence, et voilà, faut que le coureur du CREF passe aussi, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors que du côté de la tête de course, eh bien, on poursuit les relais entre l'Italien et le Belge. De toute façon, désormais, ils sont plus que 2 en tête, donc il n'y a aucune raison de se regarder pour l'instant à 26 km de l'arrivée. C'est ça, mais vu l'état de forme des coureurs, ça serait intéressant que les 3 devant, les 3 en tête du peloton s'extirpent et retrouver les 2 hommes de tête. Ça pourrait vraiment donner 5 hommes forts et peut-être avoir un dénouement au niveau de la course. Et oui, et j'avais pas relevé l'information, mais le coureur italien actuellement en tête, eh bien, il est habitué des contre-la-montre notamment, puisque c'est lui qui est champion d'Italie de contre-la-montre donc en 2023. Donc c'est un coureur qui peut être à suivre hein, quand même, hein, s'il va falloir appuyer très fort sur les pédales dans l'air des derniers kilomètres. Et on comprend pourquoi le peloton n'arrive pas encore spécialement à rentrer sur les 2 hommes de tête, et là on voit le peloton qui temporise un petit peu, donc qui est de bon augure en tout cas pour les 2 hommes de tête. Voilà, ça s'est calmé à l'arrière du peloton jusqu'à la prochaine hein, malheureusement, mais
Mais voilà, les deux vont pouvoir continuer sur un effort un petit peu moins soutenu, mais plus linéaire, donc pouvoir recreuser encore un petit peu davantage leur avance. Allez, un peloton qui pointe désormais à 24 secondes, 20 secondes. C'est l'écart aussi hein, entre la vingtaine de secondes depuis quelques kilomètres désormais. Et oui, mais pour l'instant, voilà, on reste toujours sur une vingtaine de secondes depuis quelques kilomètres. Hein, le peloton ne fait toujours pas la jonction, ça attaque très très fort. Et dès que ça se relève, voilà, le groupe de tête peut reprendre un peu de champ. Et on voit que les parties un peu plus voilà, sur des routes un petit peu plus sinueuses sont quand même un peu propices aussi à s'échapper. Mais attention voilà, au passage sur la ligne droite qui est vraiment un grand boulevard pour le peloton, d'avoir quand même assez suffisamment d'avance pour s'être échappé, parce que là ça peut rentrer très très vite. Alors qu'on a accéléré ici du côté du coureur d'Argenteuil Val de Seine Cyclisme qui avait pris quelques mètres d'avance sur le peloton, mais personne ne venait le chercher, vraiment personne venait éventuellement l'aider pour remonter sur les deux hommes de tête que vous avez actuellement à l'écran. Toujours l'écart ici avec ce coureur qui vient de se placer en contre. Ouais, ça a l'air plutôt bien parti en tout cas pour le Belge, pour aller chercher le classement des sprinters, parce que de toute manière je pense qu'il y a deux, il ne reste plus grand monde de l'échapper de toute manière, mais voilà, je pense que ça va être fait pour lui. Oui, puisque de toute façon le coureur italien sauf erreur de ma part, n'a pas marqué de points hein, donc, sur les sprints. Donc effectivement, je pense que le Belge va marquer de son empreinte cette 30e édition de la Bernaudo Junior CMB, puisque on vous l'a dit, il est élu meilleur grimpeur. Enfin, il a marqué suffisamment de points donc pour être meilleur grimpeur sur l'épreuve aujourd'hui. Et puis, lors du prochain passage sur la ligne, il va marquer de nouveaux points probablement pour le classement de meilleur sprinter. Il devrait donc leader sur ces deux classements annexes. Alors qu'on retrouve ici la tête du peloton une nouvelle fois emmené par un coureur de Villefranche-Beaujolais. On retrouve en troisième position un coureur du Cref. En deuxième position, c'est un coureur de l'équipe néerlandaise Hagens Berman Jayco, me semble-t-il. Ouais, cette équipe néerlandaise qui est toujours bien placée, mais qui n'arrive pas à faire la différence et vraiment peser sur la course, comme on voit avec les différentes équipes, notamment comme Villefranche-Beaujolais ou le Team 31 Joly qui font qu'attaquer hein, depuis tout à l'heure, avec notamment un coureur de Cholet dans sa roue. Ouais, la preuve en est ici exactement à l'image, Valentin. Une très belle accélération du Team 31 Joly Cycle 19 qu'on a vu à plusieurs reprises à l'offensive. Alors que on est sur la ligne droite finale ici pour les deux concurrents en tête d'épreuve. Toujours le Belge aux avant-postes ici. Il va rester 1 km 300 avant de connaître le passage sur la ligne. Profite pour saluer la caméra au passage. Voici une très belle vue de cette ligne droite d'arrivée qui vous permet de jauger, de juger des écarts présents actuellement donc sur cette épreuve. Ça coopère toujours bien, le coup de pédale reste puissant, hein, c'est pas encore trop saccadé, ça appuie comme il faut malgré le peloton qui revient très, très proche, et c'est vraiment la partie la plus compliquée pour les deux hommes de tête hein, parce que voilà, le peloton qui va encore réattaquer. Ouais, j'ai l'impression que là on voyait Diego Lopez Cano, le team Picus Academy qui accélérait tout à l'heure, alors qu'on note une très belle et nouvelle accélération d'Argenteuil Val de Seine Cyclisme. Désormais cette formation souhaite se montrer aujourd'hui ici, alors que nous sommes à désormais 300 mètres de la ligne pour les deux concurrents de tête, le mano à mano entre l'Italien et le Belge, pour essayer de conserver leur avance qui est toujours d'une vingtaine de secondes là, depuis les 7 derniers kilomètres, un écart qui a très peu bougé.
Alors qu'on va pas forcément, j'ai pas l'impression qu'on va forcément faire le sprint pour marquer les points ici du côté du Belge, puisque de toute façon, je pense qu'il a bien compris qu'il était le leader du classement sprint, donc il s'est pas affolé pour aller marquer des points, il en garde donc sous la pédale comme on dit, alors que le peloton ici est emmené par un coureur de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. J'ai l'impression que c'est Lucas Menanto. Lucas Menanto qui doit emmener ici ce peloton à droite de la route. On voyait Johan Chardon également à gauche qui remontait, ça c'était pour les coureurs vendéens. On pouvait noter également la présence d'un coureur de Team 31 Joli Cycle U19, et puis je crois que je notais également la présence d'un coureur d'Argenteuil. Toujours encore 20 secondes hein, pour les hommes de tête. Voilà, ça reprend rien, le peloton a décidé de rouler, mais s'il y a 2-3 hommes qui se relèvent, et encore attaque d'un Vendéen. Ah bah c'est Johan Chardon ici Oui. qui accélère, c'est tout à fait sa posture. Le coureur donc qui porte les couleurs aujourd'hui de la sélection départementale de la Vendée, lui qui eh bien, avait été champion de France U17, c'était en 2022, il s'était illustré eh bien, notamment en 2023 sur la Bernaudo Junior en venant chercher la 5e place. Il réalise un très très beau début de saison, le Vendéen 8e du côté de Châtellerault. Donc voilà, on va le suivre ici, mais Johan Chardon eh bien, qui a creusé le trou là pour l'instant, et un écart qui diminue, plus que 13 secondes communiquées à l'instant. Belle accélération, je pense que l'effort solitaire ne lui fait pas peur non plus, hein. Il reste 20 km. Faudra que les hommes derrière du peloton se regardent un peu pour qu'ils puissent ensuite rejoindre l'échappée, hein, parce que ils sont quand même proches mais loin aussi hein, à la fois. C'est dur d'aller les reprendre parce qu'on a affaire à deux très gros rouleurs devant, hein, des costauds, et qui retrouvent une route un petit peu plus propice aussi pour eux. Et voilà, à voir si dans le prochain tour ils sont rejoints ou pas. Est-ce qu'on va attendre le prochain tour? Ouais, là ça revient fort pour le coup. Là ça revient fort, le dernier écart communiqué en dessous des 10 secondes. On se retourne du côté du coureur italien hein, de la formation Team Viangisama Rissambil Il Pirata. Le coureur italien donc, qui vient de lâcher son relais au profit du coureur belge. 7 secondes le dernier écart, il reste 20 km. Pour moi, ça y est, ça va être très rapidement terminé, puisque derrière on a un très, très gros rouleur ici à l'image, le coureur du comité départemental de la Vendée, qui eh bien, évolue à domicile aujourd'hui sur des routes qu'il connaît par cœur de mètre en mètre. Johan Chardon qui nous fait très très belle impression aujourd'hui. Il jauge des écarts en se retournant. Allez, il se lance, j'ai l'impression, dans un contre-la-montre, là, le coureur vendéen. Ouais, il faudrait que derrière, hein, comme je disais, ça se regarde un petit peu. C'est un peu ce qui est en train de se faire, j'ai l'impression, mais ça roule quand même assez fort. Donc on va avoir un groupe derrière de costauds, et peut-être qu'ils vont reprendre les deux hommes de tête, mais ils auront peut-être le temps de se reposer un petit peu et de nous faire une surprise sur les derniers tours. Mais ça va être dur quand même, hein, parce qu'ils accusent quand même un peu plus de 110 km en tête de course hein, depuis ce matin, avec de nombreux efforts qu'ils ont fait tout au long de la journée. Donc voilà, ça va être un peu plus compliqué quand même pour eux. Et on imagine que eh bien, les efforts fournis depuis le début de l'épreuve commencent à peser le dans les coureur jambes. belge qui accélère. Et en fait, ça contredit tout ce que j'étais en train de dire, puisque l'accélération ici notable du coureur belge, il a envie d'y croire, il nous fait très belle impression hein, depuis le début de journée. De toute façon, ce coureur belge qui est donc meilleur grimpeur aujourd'hui, meilleur sprinter. Ça risque de rentrer quand même derrière. On aperçoit vraiment les coureurs qui se rapprochent. Et ça risque de rentrer. Les deux hommes de tête ont envie d'y croire, mais je pense que voilà, vu la forme qu'ils ont quand même, peut-être pas s'affoler, respirer, prendre le temps de se ravitailler et peut-être nous refaire encore un gros numéro dans les derniers kilomètres, parce qu'ils ont l'air d'avoir encore un peu la canne, surtout pour le coureur belge. Ouais, ça rentre, mais voilà, on dit ça depuis tout à l'heure quand même, hein. Ça discute là entre les deux coureurs. Je pense que le Belge est peut-être un petit peu au-dessus du lot, et
l'Italien hésite un petit peu plus maintenant, vu la démonstration qu'il a fait dans le petit coup de cul là. Il a l'air encore très très fort. Alors j'ai l'impression que du côté du Belge, on a envie d'y aller. Et du côté de l'Italien, on regardait derrière un petit peu, on se dit tiens, est-ce qu'on ne devrait pas attendre les 2-3 coureurs qui se sont extirpés pour être plus forts à 5 et encore 3 coureurs. C'est même un groupe d'une dizaine d'unités là qu'on voit à l'écran, avec une supériorité numérique, me semble-t-il, pour le CICU Nantes Atlantique. Voilà, et les deux Vendéens qu'on attendait, hein, Lucas Menanto et Johan Chardon, sont dans ce groupe-là. Après avoir voilà, s'il y a toujours une bonne entente pour que tout le monde puisse rentrer comme il faut et peut-être profiter de cette supériorité aussi de Nantes, hein, clairement, de sacrifier un coureur pour espérer rentrer sur les deux hommes qui sont costauds. Voilà, Johan Chardon qui appuie fort sur les pédales, mais derrière, voilà, on hésite encore un peu, ça peut profiter à l'échappée, donc peut-être que les coureurs de Nantes vont devoir se sacrifier pour espérer quelque chose. Ouais, et dans ce groupe, on peut aussi noter la présence, il me semble, d'un coureur du team Vanghisama Ricambril Pirata, tout simplement un coéquipier de l'Italien que l'on a actuellement à l'image. Donc ça pourrait être aussi 2 coureurs de la formation italienne aux avant-postes, 2 coureurs également du CICU Nantes Atlantique. C'est ça, il va pouvoir aussi casser un peu les relais, hein. Les autres vont appuyer fort, dépenser de l'énergie, mais lui va tout simplement casser les relais, mettre une mauvaise ambiance dans le groupe de poursuivants, et ça peut peut-être profiter aussi aux 2 hommes de tête. Allez, on rentre ici dans la Roche-sur-Yon pour un 4e passage sur la ligne, me semble-t-il. Je commence à en perdre mon latin, mais je crois que c'est bien ça. On passe ici le plateau ralentisseur le plus sévère du parcours, c'est celui-ci le parcours final. Après il y en a un autre donc dans le bourg sous la roche, mais rien de méchant. Là, ils ont là, compris je pense qu'on va ça attendre. rentrait, Voilà, tout à fait. et voilà, ils se relèvent. Ouais, moi je pense qu'ils ont encore un peu sous la pédale et que c'est judicieux justement de profiter d'hommes un peu plus forts pour pouvoir les emmener, et peut-être qu'il y a 2-3 mecs qui vont attaquer là sur la ligne d'arrivée et prendre leur roue directement pour espérer encore un meilleur résultat. Mais je pense que oui, un Johan Chardon, un coureur de Nantes vont pouvoir s'extirper dans le prochain passage sur la ligne. Allez, la jonction qui vient d'avoir lieu, et on prend tout de suite le relais du côté du CICU Nantes Atlantique. On trouve dans la roue, il me semble, un coureur de Villefranche-Beaujolais. J'ai du mal à identifier le maillot. On se met bien au chaud du côté de Johan Chardon derrière, à l'abri ici pour passer ce rond-point. Allez, on est obligé d'être un petit peu chauvin, puisque dans cette échappée, on retrouve 2 Vendéens quand même. 2 Vendéens qui sont tous 2 présents également au sein du centre régional d'entraînement et de formation des Pays de la Loire, à savoir Johan Chardon que vous voyez ici avec son maillot du comité départemental de la Vendée. Et puis 3 places plus tôt, pardon, eh bien c'est Lucas Menanto, le pur local de l'étape, puisque c'est son club qui organise l'épreuve aujourd'hui. Il récupère là. Et le peloton qui est toujours un peu derrière, hein, mais je crois que là les hommes forts clairement sont sortis, hein, de ce groupe. Et on en profite là, pardon, je coupe, mais on en profite. On voyait sur la gauche de l'écran les consignes qui sont distillées aux coureurs ici par les assistants à l'approche donc du passage sur la ligne. Lucas Menanto qui se retournait ici pour bien solliciter le relais. C'était les 2 hommes de tête, hein, de tout à l'heure là qui passent, qui en mettent un petit peu moins aussi, hein, parce que ils ont quand même fourni un sacré effort depuis tout à l'heure, et c'est pas eux non plus maintenant de faire forcément d'en mettre trop. Et voilà, va pas falloir trop non plus se regarder pour les hommes de tête, parce que voilà, le peloton est quand même pas très loin, hein. Et il reste encore 2 tours de circuit à parcourir, donc un tout petit peu plus de 14 km 400 pour les concurrents qui se présentent à nous ici.
Allez, on essaye ici du côté du peloton de regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'équipe du Pays Basque. Du Pays Basque espagnol, on précise. Une vingtaine de secondes d'avance pour le groupe de tête. Je pense que ouais, le dernier écart communiqué, 30 secondes en faveur donc des hommes de tête que vous retrouvez à l'image ici. Groupe de tête emmené par Johan Chardon, le coureur donc du comité départemental de la Vendée. On retrouve ici un coureur d'Indre, U19 New. Villefranche-Beaujolais également représenté ici au passage de relais. Le CIC Nantes Atlantique avec qui donc il a un autre coéquipier présent dans ce groupe d'échappés. Le relais qui va être pris par le coureur de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme, Luca Menanto. On va retrouver ici l'équipe italienne avec deux concurrents présents aux avant-postes. La team U31 qui prend son relais également. Alors j'essaye d'avoir la composition. Voilà, un peu plus de 30 secondes, on annonce même 35 secondes pour le groupe de tête. On peut voir une équipe notamment qui essayait de prendre tout à l'heure la bonne échappée, mais c'est voilà, le Crève qui malheureusement n'est pas dans la bonne. Ça a l'air là pour le moment. Mais deux coureurs vendéens là qui sont quand même dans la bonne échappée et qui faisaient partie des favoris en début d'épreuve. Alors effectivement du côté du Crève, on peut peut-être trouver ça un petit peu dommage d'avoir raté le bon coup parce qu'on les a vus vraiment aux avant-postes du peloton. Ils essayaient de bien se positionner et puis là finalement on a l'impression que la bonne est en train de se dessiner sous nos yeux ici avec une trentaine de secondes d'avance. Et effectivement le Crève qui n'est pas représenté. Alors qui n'est pas représenté avec des maillots portant leur couleur. Malgré tout, ils ont deux sociétaires quand même présents parmi ce groupe d'échappés puisque Luca Menanto et Johan Chardon sont membres du centre de formation des Pays de la Loire. Ils n'auront pas tout perdu pour le coup. Alors que l'on salue ici aux abords de la ligne d'arrivée la présence de monsieur Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon, le président de La Roche-sur-Yon Agglomération, également conseiller départemental de la Vendée qui vient de nous rejoindre pour vivre à nos côtés ces 12 derniers kilomètres. Allez, donc 11 km 500 même pour les hommes de tête ici présents avec une trentaine de secondes d'avance. Ça réaccélère encore dans le peloton, mais je pense que c'est peine perdue. Les hommes forts sont devant et ils ont vraiment fait la différence tout à l'heure. Même si on essaie d'accélérer toujours un petit peu. C'est vraiment les plus costauds qui sont devant. Donc, on ne reviendra pas et ça se regarde encore derrière. Donc c'est peine perdue maintenant avec une échappée qui s'entend quand même plutôt bien. Et une échappée qui s'entend plutôt bien effectivement sous l'impulsion d'un coureur du CIC Nantes Atlantique. Et notre coureur belge qui est toujours là. Présent. Il est toujours présent. C'est vrai qu'il aura fait un sacré numéro si jamais il ne connaît pas le podium aujourd'hui. Mais en tout cas, il aura marqué cette 30e édition de la Bernaudo Junior CMB. Il repasse encore. Ouais, mais on a tendance un petit peu à s'observer là dans le groupe de tête, à un petit peu plus de 10 km de l'arrivée.
Ouais, c'est le cas dans les deux niveaux de course, hein, donc je pense que ouais, ça va rouler un petit peu pareil, on va dire, sur ces deux groupes. Donc ils vont pas spécialement perdre trop de terrain. Là, on annonce 15 secondes. Peut-être que le timer bug un petit peu. Ouais, c'est pas impossible qu'il y ait eu un petit souci, parce que là, ça aurait fondu comme neige au soleil. Alors, en même temps, il fait 16 degrés, c'est normal que ça fonde rapidement, mais... Non, à mon avis, non, il y a un problème Oui, d'écart parce qu'on voit toujours pas le bout de la tête de peloton là au bout de cette ligne droite. Alors que je profite d'entendre les commentaires de Marion Hérault-Garnier qui nous fait un point météo et notamment la présence du vent, puisque c'est vrai qu'ici en cabine on ne le sent pas vraiment, mais un vent qui est présent sur la ligne d'arrivée et qui sera présent de façon favorable hein, si ça se présente au sprint notamment, puisque les concurrents d'échappée auront donc vent de dos. Ça, donc, ne pas lancer trop tôt le sprint, hein, et c'est vrai que cette grande ligne droite donnera envie de lancer assez tôt, je pense, pour les coureurs. Donc voilà, je pense que celui-là qui lancera au dernier moment sera le vainqueur de ce sprint, et surtout sera aussi le plus puissant de ce groupe. Ouais, ça commence à être dur quand même dans l'échappée pour tout le monde, hein, c'est normal. Je suis en train d'essayer de faire la composition du groupe de tête pour vous la présenter dans quelques instants. Alors dans lequel on retrouve, il me semble, donc Camille Charret, le coureur donc de Villefranche-Beaujolais que l'on aperçoit. On a également présent dans cette échappée bien les deux coureurs du CIC, une entre l'Atlantique avec Gaspard Press et Sohan Ruesch. On poursuit avec celui qui porte le dossard 48. Il me semble que c'est Samuel Serre qui évolue sous les couleurs du team 31 Joli Cycle U19. Aux avant-postes toujours, on retrouve le 51 Ivan Toselli, donc présent sous les couleurs de la team Vangui Samba Ricambri Il Pirata, accompagné de son coéquipier, me semble-t-il, Leonardo Meca. On retrouve le 66 donc sous les couleurs du comité départemental de la Vendée avec Johan Chardon. Je crois que j'ai oublié de citer Lucas Menanto portant le dossard 99 qui évolue sous les couleurs de la Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. Le 141 qui est donc au passage à l'image Alix Brisser. J'ai l'impression que j'ai dû vous énoncer l'intégralité du groupe de tête. Je vais refaire un petit pointage, mais il semblerait qu'on soit pas loin de la vérité. 13 de Nantes qui a l'air en difficulté là quand même. Hein. Ouais, ça marque le pas aussi du côté de l'Italien. J'ai l'impression qu'il fait malgré tout l'effort pour remonter Leonardo Mecchia. Ouais, Gaspard Press, je pense que ça va être juste. Il attaque. Ah, l'Italien, il attaque justement. Il suffisait de parler de lui pour mener l'attaque alors qu'il est poursuivi donc par le Belge Gente Verstraete, le coureur de Krabbe Steni. Tellement aux formes, on l'aura cité à je ne sais combien de reprises, et d'ailleurs il s'agace je crois de ne pas être relayé alors que c'est Johan Chardon qui va faire l'effort ici, le coureur du comité départemental de la Vendée pour essayer de rattraper. Et oui, il semblerait qu'on peut saluer Gaspard Press, donc le coureur du CIC Nantes Atlantique qui a baissé un petit peu les bras, hein, qui manque un petit peu de fraîcheur ici à la cloche au passage donc sur la ligne, puisqu'il reste un tour de circuit à couvrir, un petit peu moins de 7 km, alors que vous le voyez, un peloton qui se présente à nous, un peloton encore fourni au passage sur la ligne.
Allez, on voit toujours ici en tête l'accélération qui avait été portée par l'Italien. Eh bien, c'est une très très belle accélération hein, donc pour Leonardo Mecca, me semble-t-il. Je pense que c'est lui, hein, le porteur du dossard 54. Ouais, il a fait un sacré numéro, je pense qu'il a surpris tout le monde et bah, c'est toujours le Belge qui fait l'effort, mais voilà, les autres n'ont pas l'air de trop vouloir coopérer, donc ça peut peut-être lui profiter, hein, lui qui s'était fait un peu oublier derrière. Et ben, a été un des plus intelligents, peut-être pas le plus fort à un moment donné, mais le plus intelligent, et il a apporté la bonne attaque au bon moment, et là tout le monde a l'air de vouloir se regarder un peu. Attention à pas trop se regarder non plus parce que le peloton est pas loin derrière et a l'air quand même de rouler un petit peu. Donc ce serait dommage de s'enterrer comme ça à 5 km de la ligne d'arrivée. Ouais, alors que le relais est pris ici par le coureur donc, du team 31, joli cycle U19. Samuel Serre donc, qui vient de se relever après ce relais. Lui qui est un coureur en forme hein, sur ce début de saison. Samuel Serre, deuxième de la classique Cœur de Brenne et de la Mapei classique depuis le début de saison. Une 6e place à Marmande, une 11e place sur le trophée de la ville de Châtellerault. Alors que l'on retrouve ici, seul en tête, à 5 km de l'arrivée, le coureur italien Leonardo Mecca, Qui a une belle avance, et j'ai l'impression même qu'il a creusé sur cette partie-là. Ouais, alors faut pas oublier que justement dans le contre, ce qu'on va appeler le contre désormais, puisque lui formera l'échappée, ce qu'on appellera le contre, eh bien il y a un de ses coéquipiers hein, qui est présent et qui peut être là aussi pour casser les relais et semer un petit peu la zizanie. Oui, son coéquipier qui était présent dans l'échappée tout à l'heure, hein, il est quand même aussi très fort, hein, qui est champion d'Italie du chrono comme tu l'avais dit, donc qui viendra aussi donc, casser l'ambiance de cette échappée. Et Johan Chardon qui a l'air soit spécialement pas trop bien ou qui essaye de se faire oublier pour porter une grosse attaque comme peut-être qu'il a pu faire tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus dur pour lui. Ouais, il a sauté plusieurs relais là, c'est vrai, je l'avais noté également de mon côté. Il en profite pour se ravitailler. Est-ce que c'est une ruse ou pas? Il se regarde avec Lucas Menanto au même passage, les coureurs qui se connaissent très très bien. Allez, peut-être faire une petite alliance de circonstances, hein. Ils évoluent tous les deux dans le même centre d'entraînement. Aujourd'hui, ils n'ont pas le même maillot, mais ils se connaissent quand même très bien. Donc, voilà, peut-être trouver une petite alliance tous les deux pour pouvoir faire quelque chose sur ce circuit final. Allez, 4 km avant de vivre le dénouement final de cette 30e édition de la Bernaudo Junior CMB avec le coureur seul en tête que l'on retrouve ici. C'est un coureur italien de la formation Team Vanghi Samaba Ricambri Il Pirata. Il s'agit de Leonardo Mecca qui a quelques mètres d'avance ici en tournant à gauche et en rejoignant une route beaucoup plus large qui va l'amener jusqu'à l'entrée dans La Roche-sur-Yon. Il a vraiment fait le trou hein, quand même. J'ai pas eu l'écart chronométré. J'ai l'impression qu'il a plus de 10 secondes d'avance et en plus il a chuté. En plus il a été victime d'une voilà, chute. Ouais. Donc, un peu à la Van Der Poel sur les championnats du monde. Je pense que ça peut être sa journée et aller chercher une très belle victoire aujourd'hui. Hein. Alors que j'étais en train d'écouter un petit peu les commentaires qui ont lieu ici sur la ligne d'arrivée et qui nous annoncent 20 secondes d'avance. 20 secondes d'avance, c'est le dernier écart communiqué en faveur donc de l'Italien ici présent à l'image. Si s'écrase pas, clairement c'est gagné, à moins qu'il y ait un homme très fort dans l'échappée qui ait caché son jeu. Mais bon, je pense que là ils sont tous au même stade derrière, ils sont tous un peu à fond et à se regarder. Ils comptent un peu les coups de pédale, donc là c'est très très bien parti pour ce coureur. Allez, désormais on est passé sous la barre des 3 km de l'arrivée. Avec toujours un écart communiqué au-dessus des 20 secondes en faveur donc de l'Italien.
lui qui vient juste d'avoir ses 18 ans, hein. Il est né le 15 mars. Le coureur de la Vangui Samari Cambil, Pirata, qui nous fait un très grand numéro aujourd'hui. Est-ce que le coureur belge va arriver à faire deuxième quand même? Est-ce qu'on peut se poser cette question-là? Alors, je suis en train de parcourir un petit peu son palmarès à ce coureur italien parce que je ne le connais pas spécialement. J'avais pas pris de note spéciale sur lui, mais en fait c'est normal. Pour moi c'est un peu une révélation du début de saison sur les routes vendéennes, puisque je note pas de performance notable de ce coureur italien. Toutefois, s'il parvient à inscrire son nom au palmarès de la 30e édition de la Bernaudo Junior, eh bien ça lui annonce un très belle suite de saison, puisqu'on l'a cité, hein, les différents vainqueurs de cette Bernaudo Junior depuis quelques années sont tous passés professionnels, donc c'est signe d'avoir un bon coup de pédale. Et puis on a des coureurs d'expérience ici dans le groupe de contre que l'on voyait. Désormais 1 km 800 pour ce coureur italien avant de connaître peut-être le succès. C'est en tout cas ce qu'on lui souhaite. Voilà, sauf malchance, ça sera gagné pour lui, hein, quand même, hein. Là, et puis ils vont se regarder derrière, donc ça va être gagné, hormis un problème mécanique ou vraiment une défaillance au niveau musculaire, mais je pense pas que ce sera le cas à 1,5 km de l'arrivée pour lui. Ah non, le dernier écart communiqué, 33 secondes, c'est ce qui s'affiche à l'écran. Il aura été auteur d'un très grand numéro, Leonardo Meca. Ce n'est pas nous rappeler la performance donc de Titouan Fontaine l'année dernière, qui avait réalisé également un très grand numéro et qu'il s'était imposé donc avec 39 secondes d'avance l'an dernier. Eh bien j'ai l'impression que Leonardo Meca est parti pour faire bien exactement le même numéro, s'imposer avec une trentaine de secondes d'avance ici sur les routes de La Roche-sur-Yon, alors qu'il va apercevoir la flamme rouge dans les toutes prochaines secondes, signe qu'il restera plus qu'1 kilomètre à couvrir, 1 kilomètre à couvrir donc pour Leonardo Meca, qui s'est lancé dans un véritable contre-la-montre. Il est très bien positionné sur sa machine, il prend le temps de regarder derrière ce qu'il s'y passe, il profite de ce petit temps de latence pour changer les vitesses. Il va pouvoir je pense savourer le succès. Il jauge encore l'écart derrière, un écart qui nous est d'ailleurs plus communiqué. Ouais, vous le voyez, il a largement l'avance, hein. Alors que ça se regarde ici dans le groupe de contre, ça parle beaucoup du côté du Belge. Et Lucas Menanto là qui saute les relais depuis tout à l'heure, donc peut-être une petite attaque surprise dans la descente à l'injection pour creuser un trou, ou bien se placer aussi pour le sprint. Allez, 500 mètres encore à parcourir pour le coureur italien Leonardo Meca, qui va, bien à mon avis, imposer son nom aujourd'hui, inscrire son nom au palmarès de cette 30e édition de la Bernaudo Junior CMB. Ça sera chose faite dans les tout prochains mètres donc pour Leonardo Meca, qui vient donc s'imposer. Encore 200 mètres pour le coureur italien de la team Vangui, Samari Cambil, Pirata. Il prend le temps de savourer, de lever les bras, de profiter des applaudissements nourris du public présent ici à l'arrivée à La Roche-sur-Yon. Encore 50 mètres encore à parcourir pour celui qui aura été l'auteur d'un très grand numéro aujourd'hui sur les routes lyonnaises. Après 133 km 500 d'efforts, il s'impose aujourd'hui. Leonardo Meca donc, qui vient s'imposer sur cette 30e édition de la Bernaudo, alors que le sprint est lancé ici du côté du groupe de contre. Un sprint emmené, me semble-t-il, par le coureur de Villefranche-Beaujolais. On essaye de remonter sur la droite de votre écran par le coureur du team Joli Cycle. Il s'agit donc ça remonte aussi encore sur la Chardon droite. qui va aller chercher la 3e place. Johan Chardon, ça va être la 3e place. 4e. Et c'est un doublé italien. Oui, c'est un doublé italien que l'on peut noter avec celui qui était présent donc dans l'échappée du jour, Enea Sambinello, avec ici l'arrivée du peloton. Oh là là, quel numéro des Italiens aujourd'hui. C'était incroyable, celui qui s'est lancé donc dans un véritable défi en partant seul, donc effectuer son dernier tour. Leonardo Meca, qui
s'impose aujourd'hui à l'occasion de la 30e édition de la Bernaudo Junior CMB. La seconde place qui revient pour Enea Sambinello, qui est donc tout simplement son coéquipier de la team Vangui Sama Ricambri Il Pirata. La troisième place donc remportée par Johan Chardon, le coureur du comité départemental de la Vendée, qui signe ici encore une très très belle performance après avoir connu la 5e place sur l'édition 2023 de la Bernaudo Junior. Allez, l'ensemble des concurrents qui en terminent désormais. Un très beau spectacle là aujourd'hui, Valentin. Oui, très, très belle course, et il fallait pas que le groupe de poursuivants pour le coup se regarde de trop non plus, parce que le peloton est quand même vite revenu derrière. Fallait pas quelques hectomètres de plus, mais ouais, gros numéro de ce coureur italien qui a vraiment attaqué au bon moment, et il a su se faire oublier dans l'avant-dernier tour, et pour vraiment attaquer comme il faut, et les autres sont regardés, et voilà, c'est parti, une vraie attaque de champion. Pour un coureur qui ne possédait pas de grosses lignes à son palmarès, eh bien il vient de réaliser un très très gros numéro. Leonardo Meca, ça va être tout simplement un coureur à suivre à mon avis dans les prochaines semaines, les prochains mois, s'il parvient à confirmer la forme du jour. Le coureur italien donc qui s'impose et qui a pris le temps de savourer sa victoire ici en franchissant la ligne du côté de La Roche-sur-Yon. Il inscrit ainsi donc son nom au palmarès, et puis vous voyez ici une très très belle accélération portée, un très long sprint emmené donc par le coureur de Villefranche-Beaujolais. Je crois que c'était Camille Charret qui était donc à l'impulsion de ce sprint. Il avait été ensuite pris ici par le coureur de la team 31 Joli Cycle U19 Samuel Serre, qui faisait l'effort. Ça dégainait tout de suite à droite de votre écran avec Enea Sambinello, celui qui avait donc participé à l'échappée du jour. Et puis on a voulu y croire du côté de Johan Chardon, qui vient prendre la 3e place. La 4e place, on ne l'avait pas forcément noté, mais elle revient à Lucas Menanto, le coureur de La Roche-sur-Yon Vendée Cyclisme. On voit un petit peu de désespoir en franchissant la ligne ici du côté du CICU Nantes Atlantique, qui aura été également très très présent aujourd'hui aux avant-postes de cette Bernaudo Junior. Un sacré numéro, alors qu'on voit là l'ensemble des directeurs sportifs qui en terminent et qui rentrent également. C'est aussi l'occasion de saluer tout le travail effectué donc dans ces formations. Oui, une très belle course de toutes ces formations, notamment Nantes, qui a fait une très très belle course d'équipe, et une très belle organisation aussi. Il y a eu 2-3 chutes, mais rien de très grave non plus pour les coureurs, et je pense que c'est une très belle édition qui s'est très bien déroulée sous de très bonnes conditions aussi. Puis le public était au rendez-vous aussi, donc à recommencer pour l'année prochaine. Eh bien, on prendra donc date pour la 31e édition de la Bernaudo Junior, qui aura pour arriver tout autre, puisqu'elle aura lieu du côté de Terval. Eh bien, c'est ainsi que s'achève cette 30e édition donc de la Bernaudo Junior. Un très très grand merci Valentin d'avoir commenté à mes côtés cette épreuve. Merci à toi, c'était un grand plaisir, et merci encore aux coureurs et l'organisateur et tout le reste d'avoir fait cet événement aussi. Merci donc à toutes et à tous. Merci aux téléspectateurs de TV Vendée de nous avoir suivis. On vous souhaite à toutes et à tous une très très belle fin de journée avec la victoire de l'Italien.